Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Je le recommande pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à Bitcoin. Le deuxième livre, alors là c'est un incontournable, c'est L'étalon Bitcoin, qui a été écrit par Sadefan Hamous. Alors là c'est la version française. Je tiens à spécifier que de Bitcoin standard, c'est la version anglaise. C'est vrai que si vous lisez en anglais, a priori c'est toujours intéressant, mais il existe une version française. Et d'ailleurs j'ai acheté ce livre-ci dans une boutique qui est spécialisée sur le Bitcoin, qui est dans le 18e arrondissement à Paris, qui s'appelle le Bitcoin Bazar. Et donc vous pouvez aussi vous le procurer. Et ce qui est intéressant, c'est que la préface a été faite par Michael J. Saylor de MicroStrategy. Donc ça, c'est vraiment un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à notre univers. Et le dernier, on en entend moins parler, c'est Bitcoin The Next Everything, qui a été écrit par Stephen P. Williams et qui va plutôt s'intéresser ici à la technologie de la blockchain. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment au use case. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des liens avec le monde traditionnel et ce que la technologie pourra apporter. Et donc je trouve que c'était intéressant aussi de le mettre en avant. Bitcoin, crypto-monnaie de manière générale, les gens se sont tournés à l'heure actuelle vers d'autres types d'actifs, parce qu'il y a des autres actifs qui sont bien plus intéressants. On l'a vu avec l'or, les métaux précieux, l'argent aussi, qui réalisent de très grosses performances. Vous avez également pas mal de finances tradis avec Nvidia, les plateformes AI et autres compagnies. Vraiment, pour le moment, l'intérêt autour des crypto-monnaies est quasiment au plus bas. Spoiler alerte, j'en profite toujours, mais au niveau par exemple de mes statistiques à moi, sur tous les réseaux confondus, donc que ce soit les lives, les vidéos YouTube, Twitter, Instagram ou autre, je suis également avec des statistiques extrêmement faible, beaucoup plus faible en tout cas quand on compare par rapport à l'année dernière. Donc début 2025 était une bien meilleure cuvée que début 2026. Parce que, encore une fois, à l'heure actuelle, les gens se détournent de la crypto-monnaie. J'ai quasiment envie de dire que l'investissement dans la crypto, c'est quasiment devenu has-been. Pour le moment, c'est has-been. Les gens disent, bah non, je vais pas perdre mon temps avec ça, il se passe rien sur le Bitcoin, les alts, c'est encore moins. J'ai autre chose à faire. Premièrement, il y a les gens qui ont autre chose à faire littéralement que d'investir. Et puis accessoirement, t'as beaucoup plus intéressant ailleurs. Certains parlent de 76 000, voire plus bas, quand d'autres disent que tout va repartir. La vérité, elle est beaucoup plus simple. Le marché est en train de se réorganiser. Ni un crash, ni l'annonce du bull run, c'est une phase de transition. Et comprendre ça, c'est déjà un énorme avantage sur la majorité des gens. Mais maintenant, on va regarder ça plus en détail. Parce que le prix fait du bruit, mais le mouvement de l'argent, lui, parle et dit la vérité. Ces derniers jours, beaucoup ont paniqué en voyant les sorties sur les ETF. Les ETF Bitcoin vendent, les ETF Ethereum sortent, même XRP a ses premières sorties. Et c'est vrai, depuis le début de l'année, le marché était plutôt à sens unique, l'argent entrait encore et encore dans les ETF. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste une normalisation. Avec logiquement des prises de profit, c'est donc pas une fuite, mais un rééquilibrage. Les dernières news du marché crypto, lesquelles sont-elles? La première news qui nous vient ici des données de CryptoCant qui nous dit que depuis début janvier, on a une forte accumulation de baleines et ça fait plaisir. Par contre, ça se heurte à une vente de mineurs. Donc d'un côté, les données ici nous montrent que les adresses d'accumulateurs de Bitcoin ont augmenté leur avoir à 310 000 bitcoins depuis le début de l'année. Ils sont passés de 249 000 à 310. Et tu le vois ici, une belle augmentation depuis le 1er janvier 2026, sachant que depuis novembre, c'était très mitigé. Ils ont juste consolidé, ils n'ont rien fait de spécial. Et depuis le 1er janvier, boum, 60 000 bitcoins achetés. Ils sont passés de 249 à peu près à 310 000 bitcoins. Donc ça fait plaisir. Maintenant, de notre côté, les mineurs qui réduisent leur exposition au Bitcoin. Cette semaine, première semaine de janvier 2026, il y a eu 33 000 Bitcoins des mineurs qui ont été envoyés sur les échanges. Alors, faut pas en vouloir. Les mineurs, ils ont des factures à payer. Pour moi, c'est un sujet majeur. Pendant des années, je pense que dans les prochaines années, on continuera à en parler. On dit souvent, vous savez, on compare la production de Bitcoin, on dit que ça consomme autant d'électricité que tel pays et ainsi de suite. Ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, on a passé la barre des 50%, on est même à 56% de Bitcoin qui sont produits avec de l'énergie verte. Ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est un fait, le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais ça pousse à l'innovation, et je pense que même au niveau des énergies renouvelables, finalement, le Bitcoin pousse à l'utilisation des énergies renouvelables. Surveiller.
World Liberty Financial, détenu par Donald Trump et sa famille, qui a déposé une demande de charte de banque nationale aux États-Unis dans l'objectif d'émettre et de conserver le stablecoin USD1 sous supervision fédérale. Donc ce serait quand même une grosse avancée pour ce USD1. Affaire à surveiller là aussi. Avant de passer à Zcash, je voulais vous parler de loi aux États-Unis et du projet de la Market Structure Bill, un projet on appelle aussi Clarity Act, qui est très attendu aux États-Unis, qui va venir répartir les responsabilités entre la CFTC, avec la SEC aussi. Ça va venir apporter aussi un certain nombre de choses autour des crypto-monnaies, et c'est un projet de loi qui est extrêmement attendu, qui serait très bullish pour les crypto-monnaies. Et la bonne nouvelle, c'est que ça devrait être voté au Sénat d'ici le 15 janvier. On attendait ce vote au Sénat en janvier, et surtout, si ça passe au Sénat, sachant que c'est déjà passé au Congrès, et ben c'est bon, ça va ensuite atterrir sur le bureau de Donald Trump, qui devrait valider tout ça. Donc c'est une très bonne chose que ce projet avance. Mais les banques essayent toujours de mettre des bâtons dans les roues des crypto-monnaies. Et là, ce que les banques veulent, il y a une association de banques qui fait pression en fait pour corriger la problématique associée au stablecoin dans le Genius Act. On a ZEC qui se prend une petite muflax. Il y a eu des changements au niveau de l'actu. Je crois que l'équipe qui pilotait un peu ce projet-là, elle est en train de changer. Bisbise encore sur un projet. Donc côté ZEC, je sais qu'il y avait une entreprise et ils sont en train de s'embrouiller. C'est du grand n'importe quoi. Cette news-là que vous avez, je pense, vu passer un peu partout, qui est tombée il y a 2 jours, sur le fait que vous allez comprendre plein de choses en regardant cette news, et vous allez comprendre pourquoi je vais jamais arrêter de me battre pour ne pas donner mes informations crypto au fisc. D'accord ? Qu'elles n'ont pas besoin de savoir. Une agente donc du fisc français, d'accord ? Donc ça a été obligatoirement donc développé et c'est une news qui a été vérifiée. Elle ciblait des gardiens de prison et des investisseurs en crypto-monnaie pour un commanditaire. Combien de fois on vous l'a dit, on l'a dit à tout le monde, et je pense que le gouvernement ne comprend rien à ça et c'est vraiment très 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 chiant. Si on ne veut pas en fait donner nos informations personnelles au fisc français, c'est pas parce qu'on a envie de pas payer d'impôts, c'est débile, c'est qu'on n'a pas envie que nos données soient aussi mal gérées que ce que ça l'est actuellement dans la partie du fisc français, de la gestion. Dites-vous que toutes les adresses mail, numéros de téléphone de toute la France sur tous les trucs, c'est tombé là depuis quelques jours et tout, c'est une catastrophe. Sincèrement. Et là, on apprend donc que tu as des gens qui sont au fisc français, donc qui nous rabâchent pas possible pour pouvoir payer nos cryptos, qui savent donc qui a combien de cryptos sur les plateformes. On sait que Mika n'est pas né sur les cendres de FTX, mais on va dire que FTX a joué un rôle vraisemblable dans un certain nombre de lignes directrices qui ont été suivies par Mika, parce que certains ont pensé au niveau européen que cette réglementation Mika était une sorte de garde-fou contre l'arbitraire et notamment la manière avec laquelle FTX était né. Puis il y a eu Luna avant, enfin il y en a eu d'autres. La réalité, au bout du compte, c'est que je ne suis pas convaincu que Mika soit une garantie absolue contre un éventuel FTX européen demain, que personne ne souhaite, mais je veux dire, il n'y a pas de garantie à 100% que ça n'arrive pas, et qu'à côté de ça, même si effectivement ça assainit le marché, même si ça lui donne une crédibilité qui fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs institutionnels qui s'intéressent aux cryptos et qui ne s'intéressaient pas avant, comme je dis souvent je prends cette métaphore, mais tu as un terrain de jeu qui est très qualitatif. Le problème, c'est que dans ce terrain de jeu, pour pouvoir jouer, il faut qu'un certain nombre de conditions soient respectées, et que ces conditions sont tellement strictes parfois que, en réalité, elles éliminent de fait tout un tas d'acteurs. Réalité opérationnelle, immobilière, entrepreneuriale, économique, tout ce que vous voulez, de la réalité du terrain. Donc, je dirais que tout ce qui concerne les clichés qu'on a tous sur la Polynésie, les vainés, le sable blanc, les perles noires, l'environnement tropical, le poster que Janine la comptable a sur son à côté de son ordinateur depuis 1987 en jurant qu'un jour elle y viendra, tout ça, c'est parfaitement vrai. C'est pas vrai à Tahiti, simplement. C'est vrai à peu près partout en Polynésie, mais déjà, on peut commencer par contraster. Tu arrives à Tahiti, en fait, tu arrives dans Papeete, le centre-ville, enfin la capitale, et Papeete,
Et là, tout le monde qui connaît, et même les gens qui vivent à Papeete et qui l'apprécient à plein de points de vue me comprendront et ne m'en voudront pas. Papeete, c'est moche. C'est moche, ça n'a pas grand intérêt. Il y a des bouchons qui n'auraient pas à rougir face à certains bouchons de la région parisienne le matin et le soir, because on est une île et because il y a une route et que toutes les écoles sont au milieu du bousin. Donc c'est moche, c'est bruyant, c'est anarchique d'un point de vue architectural, il n'y a vraiment rien à sauver, entre guillemets, à part là, quelques petits trucs à droite à gauche, c'est nul. Donc il faut s'extraire immédiatement de Tahiti et de Papeete plus particulièrement, parce que c'est très joli quand même Tahiti, pour aller rebondir vers des îles un petit peu plus lointaines. Alors parfois c'est 30 minutes de bateau quand je dis lointaine, typiquement Moorea, où moi-même je vis, mais sinon Bora Bora. En fait, les clichés que les gens ont sur la Polynésie, Vraiment aberrant. En fait, la Chine est totalement furieuse et ne s'en cache pas. On peut les comprendre. Après l'annonce de Trump du raffinage et de la vente par les États-Unis de 500 millions de barils de pétrole vénézuélien précédemment gelés sous sanction, Pékin a dénoncé une tentative flagrante de prise de pouvoir et atteinte directe à ses intérêts. Pourquoi ? Parce que ce pétrole n'était pas utilisé. La Chine en avait déjà payé une part importante via des prêts pétroliers et des accords d'État avec le régime de Maduro. Donc, les États-Unis ainsi que Donald Trump vendent du pétrole qui appartiendrait en réalité déjà à la Chine et ils en récoltent les fruits actuellement, ce qui est absolument absurde qu'on se le dise. De plus, les États-Unis saisissent de plus en plus de pétroliers. Donc, 2 pétroliers vénézuéliens ont été arraisonnés. Il est donc probable que leur contenu soit également vendu prochainement. Le problème, c'est que la Russie revendique cette fois la propriété de l'un de ces pétroliers. Alors, Donald Trump visiblement est en train de s'emparer d'un pétrolier russe et de pétrole appartenant à la Chine, et on peut s'imaginer le bazar que ça risque de créer. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire avec ceci, c'est qu'il faut s'attendre à de la volatilité parce que la situation risque de perdurer. La Russie et la Chine sont très mécontentes de ce qui est en train de se passer actuellement au Venezuela, et il faut également tenir compte des fortes tensions qui persistent actuellement avec l'Iran. Alors, on a des sources bien informées qui parient sur une frappe contre l'Iran d'ici le 31 janvier. En train de devenir au passage le président de la moitié de la planète et bientôt le patron mondial du cigare cubain, sans oublier qu'il est président du Venezuela par intérim. Trump est devenu omniprésent et omnipotent. Alors oui, on avait déjà vécu ça sous Trump 1.0, mais là, on est dans la version sous stéroïdes. Qui disent un truc vrai, à moitié vrai, légal ou totalement délirant, le marché réagit au quart de tour ou à la milliseconde. Aujourd'hui, Trump a le pouvoir de vie ou de mort sur ton portefeuille juste en postant une connerie entre deux cheeseburgers sur Truth Social. On ne gère plus des risques, on gère l'humeur d'un mec qui change d'avis comme de cravate, entre une cravate rouge et une cravate rouge foncé. Si vous n'avez pas encore acheté votre casque de protection, c'est le moment parce que l'année ne fait que commencer. Alors bon. Je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur les annonces macroéconomiques de cette fin de semaine. Aujourd'hui, à 14h30, on a pas mal de chiffres liés au chômage, les nouvelles demandes d'allocation, les demandes continues et la moyenne sur 4 semaines. Ça donne un bon aperçu de la santé du marché de l'emploi. Un marché de l'emploi qui ralentit peut rassurer les marchés. A contrario, un marché de l'emploi trop solide peut au contraire maintenir la pression sur les cryptos. Demain, on passe clairement sur un autre niveau avec les taux de chômage, le non-farm payroll, l'emploi privé, mais aussi les données sur l'immobilier et le Michigan Consumer Sentiment. C'est typiquement le genre de journée où la volatilité peut exploser aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc si on fait le bilan sur ces 2 jours, on restera très prudent à partir de demain car il risque d'y avoir pas mal de volatilité à partir de 14h30 avec les annonces qui sont prévues. Et maintenant qu'on a fait le point sur les annonces macroéconomiques de ces 2 prochains jours, je vous propose de passer tout de suite sur le graphique d'Ethereum. Sur ETH, on est un peu dans la même configuration que sur le BTC. On avait des targets long terme qui se situaient ici sur les 3599 et les 4109 avec une zone de best price sur les 3824 et les 3900. Avant de commencer l'analyse mensuelle, on fait un petit tour rapidement sur le Bitcoin CME Gap. Comme je vous avais dit dans la vidéo de lundi, on avait un gap ouvert aux 90 300 $ exactement. C'est vrai qu'on devait y revenir le lendemain et j'avais oublié pour voir les volumes si on avait une bougie, une grande bougie de volume un peu comme celle-là. Vous voyez la bougie verte, on voulait une grande bougie de volume pour espérer créer un gap de rupture. Malheureusement, c'est pas le cas. On avait une bougie classique à peu près dans la moyenne. Donc ce n'est pas un gap de rupture, comme on avait dit lundi, à moins qu'on ait une forte bougie de volume. C'est un gap classique. Et donc 90% de chances d'être comblé, 80% de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Ça n'a pas traîné. Juste là pour vous dire, bon, tant qu'on est au-dessus de SSB, ça peut aller, mais si on passe sous SSB, c'est ultra baissier. Ok. Voilà, franchement, on fait le strict minimum sur Bitcoin, c'est malheureux à dire.
Ici, par rapport à une prise de liquidité toute petite time frame, hein, juste ici en daily, juste pour aller chercher les highs, derrière, on se fait immédiatement rejeter. Bon, tant qu'on est au-dessus de la SSB, j'ai envie de dire, l'espoir reste possible. Maintenant, on cross baissier SSA SSB sur Ichimoku Kinkoyo, c'est pas franchement positif. On est très éloigné de la Kinjun. Et du côté des ETF au compte en Bitcoin, je vous l'ai dit, hein, début de semaine, c'était très clair. Si vous voulez voir Bitcoin s'apprécier, il va falloir avoir des gros inflows. Donc, nous avons des inflows, 700 millions de dollars. C'est juste formidable. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, moins 200, moins 500. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des plus 700, c'est plus 2 milliards. D'ailleurs, je vous ferai une petite analogie par rapport à ce que je vous parle depuis plusieurs mois. Ça va, à mon avis, vous éclairer. C'est assez fou, encore une fois, de le constater par rapport à ces changements de croyances profondes, parce qu'on en vit une actuellement. Pour le meilleur ou pour le pire, je vous donnerai juste une représentation en moins d'1 minute et vous allez tout comprendre ici. Donc, malheureusement, les outflows reprennent le dessus. Et du côté des open interest, c'est Binance qui maintient ce marché. On voit ici encore 200 millions de dollars sur la news d'hier qui a été ajouté sur les open interest. Beaucoup les mutants qui me font de l'œil, les Clonix qui me font de l'œil, et surtout, ils sont où ? Les Doodles. Les Doodles qui me font énormément d'œil, et je pense que Doodles en NFT peuvent vraiment perf et faire quelque chose de plutôt pas mal, et ça serait plutôt intéressant. Donc, j'ai vendu mes NFT Fog, qui sont actuellement à 0,05 de floor price. Je suis pas trop NFT, honnêtement, je suis pas trop NFT. Alors, ce zap t'a plu ? Fais-le moi savoir en commentaire.